Aujourd'hui, fleurs et fécondation de la fleur. Sur notre feuille, nous allons faire une structure de la fleur en schéma. Nous allons voir les gènes de développement, dessiner un diagramme floral, les règles, comment est-ce que ça se passe, la formule florale et enfin nous allons traiter la fécondation. Ainsi vous aurez une petite fiche résumée sur les fleurs. Structure de la fleur. Alors, comment dessiner rapidement une fleur? Donc vous partez du pédoncule. La fleur a été protégée par des éléments verts qu'on appelle les sépales. Donc ici, on va faire une fleur en coupe. Donc on va représenter 3 sépales, mais le jour des ECE, quand vous allez faire votre dissection de fleurs, il faudra bien compter le nombre de sépales. On va dessiner en arrière-plan 3 jolis pétales. Alors on va les souder en partie. Voilà. Nous allons dessiner au centre l'organe reproducteur femelle, donc le pistil, avec à l'intérieur rapidement 2 loges et des petits points qui représentent les ovules. Et de part et d'autre de cet élément reproducteur femelle, nous avons les éléments reproducteurs mâles. Voilà, donc au bout des filets, nous avons 2 sacs qui produisent le pollen et qu'on appelle les anthères. Voilà, donc globalement une coupe de fleurs. Il va falloir maintenant mettre les légendes. Donc ici, le pédoncule. Je vous rappelle que vos légendes doivent être toutes tracées à la règle et alignées. Ici, un sépale. Nous allons faire le pétale ici. Un pétale. Ensuite, on va s'intéresser à un élément mâle. Donc, on va mettre ici une anthère. L'anthère est accrochée sur un filet FILET et l'ensemble forme une étamine. Il nous reste l'élément femelle à légender. Donc vous voyez, hein, j'ai encore mal fait mon schéma, j'ai pas laissé assez de place pour mes légendes. Donc ici, on va mettre... Alors ce que je vais faire, je vais juste mettre pistil. Et puis je vais vous refaire un schéma de toute façon complet du pistil un peu plus loin, vous aurez tout le détail des légendes. Donc on va mettre là une légende, on va toutes les mettre à droite. Un pistil. Donc l'étamine c'est mâle, le pistil c'est femelle. Voilà. Donc structure de la fleur, c'est fait. Donc le diagramme floral. Le diagramme floral, vous allez le faire en épreuve de CE. Vous aurez une fleur à disséquer. Donc vous commencez par détacher les sépales. Vous les posez bien sur votre feuille de manière circulaire. Donc vous les positionnez dans leur position. Donc vous allez devoir faire ce qu'on appelle des verticilles. Vous allez devoir dessiner sur les cercles correspondant aux différentes pièces florales. Vous allez devoir dessiner ou coller les éléments. Donc vous pouvez prendre une feuille blanche. Dans le haut de la feuille blanche, vous dessinez vos 4 cercles et vous découpez les éléments de votre fleur et vous les collez directement. Donc ici, on va dire qu'on a une fleur à 5 sépales. Il va falloir toujours représenter l'axe de l'inflorescence au début. Donc vous aurez toujours votre fleur accrochée à une tige. Donc première chose à faire, c'est vous prenez votre fleur dans la main. On va dire que ce stylo c'est la fleur, la tige pardon. Donc on va dire que ce stylo c'est la tige. La fleur elle est là. C'est ma super agrafeuse rose. Donc vous regardez votre fleur et vous regardez la position des sépales par rapport à la tige. Est-ce que le premier sépale il est devant ou est-ce que la tige se trouve entre 2 sépales? Donc ça, c'est à faire attention. Donc là, on va dire par exemple
que j'ai l'axe de ma tige et mes 2 sépales sont sur les côtés. Donc je vais dessiner une fleur à 5 sépales. Donc il faut essayer de faire les 5 à peu près de la même taille. Voilà. Donc en blanc, les sépales. Je vais faire en grisé les pétales. On va représenter les étamines en coupe, donc les 2 loges de l'antère, étamines, et en général on représente le gynécée ou carpelle ou ovaire. Donc vous pouvez voir gynécée pour l'appareil féminin et androcée pour l'appareil masculin. Donc ici, j'ai repéré la position de mes sépales. Je repère la position de mes pétales par rapport aux sépales. Alors, je m'aperçois qu'ils sont alternés. Alors, j'ai pas fait assez grand là, celui-là. Ensuite, donc j'oublie pas de les colorer pour bien faire la différence. Il faut bien faire attention. Est-ce que vos éléments sont reliés entre eux ou est-ce qu'ils sont indépendants l'un de l'autre? Vous pouvez très bien avoir l'impression que vos pétales et vos sépales sont indépendants de leurs voisins. Et en fait, ils peuvent être soudés à la base. Donc, vous allez le voir quand vous allez vouloir retirer un pétale. Si vous voyez qu'en bas, il se déchire, c'est qu'il est accroché aux autres. Donc, des éléments qui sont reliés entre eux, eh ben, on le représente par un trait. Donc ici, je décide d'avoir tous mes éléments reliés entre eux. Donc là, je vous rappelle que je fais quelque chose de théorique. Ensuite, je dois représenter sur mon 3e verticille les étamines. Alors, soit vos étamines sont indépendantes, comme je l'ai fait là, soit les étamines sont soudées au pétale. Donc, sont carrément la base du filet est accrochée au pétale. Donc là, il faut représenter vos étamines. Donc par exemple ici, donc elle est accrochée, chaque étamine est accrochée à un pétale. Donc mon étamine, elle est face à un pétale. Elle aurait pu être entre 2 pétales. Il se trouve que dans la fleur hypothétique que j'ai choisie, elle est en face d'un pétale. Donc je dessine les 2 antères de mon étamine et un petit filet qui s'accroche au pétale. Donc j'en ai 5 puisque j'ai choisi de faire une fleur multiple de 5. Vous n'aurez pas toujours 5. Voilà, donc là j'ai mon verticille des étamines. Je l'avais tracé, sauf que mes étamines sont accrochées au pétale et pas entre elles. Donc du coup, je vais prendre proprement le crayon et je vais gommer le verticille que j'avais préparé. Voilà, je ne dois plus voir de trait. Si mes pétales, mes sépales n'étaient pas soudés entre eux, j'aurais gommé mon trait entre les éléments. Mais là, comme ils sont soudés dans mon hypothétique fleur, je les laisse accrocher. Donc au centre, il ne me reste plus qu'à représenter l'ovaire. Donc j'avais dessiné un petit verticille, donc maintenant je dessine bien en gras par-dessus mon ovaire. Normalement, vous avez fait une coupe et vous avez regardé à la loupe à l'intérieur de l'ovaire et il y a combien de loges. Donc là, je vais en faire 2, tout simplement. Et ensuite, dans chaque loge, combien il y a d'ovules. Donc je vais en dessiner 2 ici de chaque côté. Alors si vous avez trop d'ovules, vous en dessinez que 2. De toute façon, vous devez absolument écrire dessous la formule florale. Donc on va voir ensemble la formule florale. Alors, votre diagramme floral, ça ressemble à ça. Le jour des ECE, vous aurez votre fleur. Donc voilà une dissection, je vais la sortir de sa pochette, ça ira mieux. Voilà la dissection d'une fleur de bignone. Donc là, j'ai mes sépales. Là, j'ai mes pétales, mes étamines. Et puis, hop, j'ai perdu, il s'est décollé. J'avais au centre mon gynécée. Mais je l'ai perdu. Il doit être resté dans la pochette. Bon, de toute façon, les dissections de fleurs, ça tient pas trop longtemps. Hein. Vous pouvez les sécher dans un vieil annuaire. Mais bon. Puis en bas, dessous, j'ai dessiné mon diagramme floral avec la formule florale. Ça, c'est typiquement ce que vous devez être amené à produire aux ECE si jamais vous avez une dissection à faire. Donc, je range ma petite production. J'en reviens donc à ma fiche de révision. Donc le diagramme floral, c'est fait. On ne va pas oublier de légender ici axe
de l'inflorescence. Voilà, donc j'ai mes 4 verticilles, sépales, pétales, étamines et l'ovaire ou pistil au centre. Alors, une formule florale, comment ça s'écrit? Votre formule florale, je vous invite à la faire en fait dès que vous observez votre fleur. N'attendez pas d'avoir fait le diagramme floral, faites-la au moins au brouillon, vous la recopierez au propre. Pourquoi? Parce qu'elle va vous aider à faire votre dessin. Donc quand on fait une formule florale, la première chose à déterminer, c'est la symétrie. Donc là, si je mets ma règle au milieu par rapport à l'axe de l'inflorescence, j'ai une symétrie bilatérale. Quelle que soit la position où je mets, je m'aperçois, je n'y arrive pas, je n'ai pas une symétrie axiale, j'ai forcément une symétrie bilatérale qui passe par là. Donc ça se représente tout de suite dans la formule florale. On peut mettre un symbole, on peut mettre une lettre, puisque les fleurs à symétrie bilatérale sont dites zygomorphes, alors on peut mettre un Z, alors que les fleurs à symétrie axiale sont dites actinomorphes. Donc ici, si j'écris la formule florale de ma fleur, je vais mettre un Z pour zygomorphe. J'aurais pu mettre un petit symbole, comme ça, pour symétrie axiale. Je fais un Z 2 points. Donc, j'écris une formule mathématique, un Z. J'ai donc une fleur zygomorphe. Je sais que je vais la faire selon un axe bilatéral. Ensuite, je vais marquer mon nombre de sépales. J'en ai 5. Donc, j'écris 5 S. Sauf que mes sépales sont soudés entre eux. Ils sont reliés à la base. Donc, pour dire qu'ils sont reliés, je les mets entre parenthèses. J'ai également 5 pétales. Mes 5 pétales sont reliés entre eux. Je les mets donc entre parenthèses. J'ai également 5 étamines. Mais voilà, mes étamines, elles sont accrochées aux pétales. Donc, je mets mon ensemble entre crochets. Mes étamines sont avec les pétales. Il me reste à définir le gynécée. Donc, on va compter le nombre de loges. Donc, dans ma dissection, j'avais 2 carpelles. Ensuite, ces carpelles, je dois regarder, quand je regarde ma fleur, est-ce que je vois que mes loges, alors en général ça fait un bon renflement, est-ce qu'ils sont situés sous les pétales ou par-dessus? Alors je m'entends, je vais vous faire un petit schéma rapide au brouillon. On va prendre une feuille, voilà. Si vous avez par exemple ça, on voit surtout chez les rosiers, là vous avez les sépales et les pétales. Voilà. Donc là, ici, vous avez l'ovaire. Il est sous les pétales. Vous pouvez avoir des fleurs, comme le schéma que j'ai fait à l'origine. Là, mon ovaire, il est au-dessus des verticilles, des sépales et des pétales. Donc, on parle d'ovaire super quand il est supérieur ou infère quand il est inférieur. Et ça se représente par une petite barre sur le C. Donc si mes carpelles, c'est-à-dire les loges de mes ovules, sont situées sous les verticilles des pétales, je mets un trait dessous. Si mes loges sont situées au-dessus des verticilles, j'aurais mis un trait au-dessus. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Bon, alors il se trouve ici que j'ai une fleur qui se trouvait avec des ovaires infères. Donc pour mes légendes, A pour fleurs actinomorphes, c'est-à-dire à symétrie axiale. Ça peut être représenté aussi comme ça ou comme ça. Ensuite, Z ou ça, c'est pour la fleur zygomorphe, c'est-à-dire à symétrie bilatérale. S pour sépales, P pour pétales. Alors attention, si vous n'arrivez pas à faire la différence entre sépales et pétales, ça peut être le cas par exemple pour le lys. On parle de T, tépale. Si S égale P. Ensuite, E pour étamine et C pour carpelle.
Voilà nos légendes de la formule florale. Donc quand vous faites votre dissection, vous avez tout intérêt au fur et à mesure que vous découpez à la pince les éléments de la fleur, de les poser sur votre feuille blanche directement sur les verticilles que vous avez dessinés, et ensuite d'écrire au fur et à mesure au brouillon votre formule florale. Une fois que tout ça a été édifié, vous savez qui est accroché avec qui, et vous pouvez donc faire votre diagramme floral. Certains préfèrent le faire comme ça, d'autres préfèrent faire le coller, faire le dessin et ensuite écrire la formule florale. À vous de voir. Toujours dans notre structure de la fleur ne se met pas en place de manière aléatoire. Tout ça, c'est contrôlé par des gènes de développement. Donc, on a vu que les éléments sont situés sur 4 verticilles. Il y a 4 verticilles, il n'y a que 3 gènes de développement qui sont appelés A, B et C. Donc, on va représenter les 4 verticilles. Voilà. Donc je dessine mes 4 verticilles. Le verticille des sépales, S. Le verticille des pétales, P. Le verticille des étamines et au centre, le carpel. J'ai 3 gènes qui contrôlent ces 4 verticilles. Ce que je vais faire une petite projection. Je vais dessiner un petit tableau qui va représenter les zones d'activité des gènes. Alors, j'ai 3 gènes et j'ai finalement une colonne pour les sépales, une colonne pour les pétales, une colonne pour les étamines. À mon centre, j'ai le carpel qui est souvent, donc en fait, ça fait partie de la symétrie, donc on a 2 cases pour le carpel. On recommence de l'autre côté, étamine, pétale, sépale. Donc je vais remettre mes lettres S, P, E, C, C, E, P, S. Voilà, donc je suis juste en dessous de mes verticilles, mes projections. Ensuite, j'ai 3 gènes qui contrôlent tout ça. Le gène A, le gène B et le gène C. Alors, je vais mettre des couleurs. J'ai mes 4 verticilles. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 3 gènes. 3 gènes pour 4 verticilles. Ça va pas. Il y a donc en fait des combinaisons de gènes qui fonctionnent en même temps. Alors, pour produire les sépales, il n'y a que le gène A qui fonctionne. Donc, je vais colorier dans le tableau une case. Chaque fois que la case se colorier, ça signifiera que pour l'élément de la fleur, ce gène est actif. Donc, pour les sépales, c'est uniquement le gène A qui est fonctionnel. Donc, si on a un gène A qui est muté, notre plante n'aura pas du tout de sépales. Et là, ça lui posera des problèmes. C'est que son bouton floral ne sera pas protégé, il sera abîmé. Elle a très peu de chances que sa fleur atteigne la maturité et puisse ainsi engendrer une descendance. Pour les pétales, on a à la fois A, mais également B. Donc là, on a 2 gènes qui fonctionnent en même temps. Donc de l'autre côté, l'autre partie de la fleur en symétrie. Voilà, on a A et B. Pour les étamines, on a B et C qui fonctionnent en même temps. Et pour le carpel, il n'y a que C qui fonctionne. Donc ici, 4 verticilles, S pour sépales, P pour pétales,
E pour étamine. Et C pour carpelle. Et 3 gènes A, B et C. On s'intéresse maintenant à la fécondation. Alors la fécondation, on a donc un grain de pollen qui va venir se déposer sur le pistil. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un grain de pollen? On va dessiner un grain rond qui possède à sa surface des picots, des crochets. Donc là, on a un grain de pollen qui sera transporté par des animaux. Donc comme titre, on peut mettre grain de pollen d'une plante. Alors, comment est-ce qu'on dit? Zoogame. Donc gamme, gamète, zoo, animaux. Donc gamètes transportés par les animaux. Dans un grain de pollen, qu'est-ce qu'il y a? En fait, vous avez tout l'intérieur, vous avez majoritairement une cellule qui va être à l'origine du tube pollinique. On a son noyau ici, bien souvent. Noyau de la cellule du tube. Et à l'intérieur du grain de pollen, on a 2 cellules spermatiques en fait qui contiennent les noyaux reproducteurs, quoi. Ça, c'est pour un grain de pollen d'une plante zoogame. Connaissez-vous une autre méthode de transport des grains de pollen? Eh bien oui, le vent. Alors on peut dessiner par exemple, je ne vais pas refaire les cellules intérieures, mais globalement, rapidement, voici, vous reconnaissez, avec 2 ballonnets sur les côtés. C'est un grain de pollen de cèdre. Donc là, c'est grain de pollen d'une plante anémogame. Une plante anémo, qui veut dire vent, gamme, gamète. Donc, gamète transporté par le vent. Vous aurez le même type de préfixe pour le transport des graines. On va parler de corie. Donc, anémocore, zoocore. Là, on parle des graines qui sont transportées et non pas du gamète. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un grain de pollen se dépose au sommet d'un pistil? Alors, un pistil, c'est constitué de 3 parties. Voilà. Donc là-dessous, on est sur le pédoncule. On a dans le pistil, dans la partie de l'ovaire, on a les carpelles. Et à l'intérieur des carpelles, il y a les ovules. Donc ici, en légende, l'élément en haut qui colle les grains de pollen, c'est le stigmate. Cette partie-là, le style, là, c'est l'ovaire. À l'intérieur, le carpelle. Et là, c'est l'ovule. Voici le pistil. Maintenant, on dessine un petit grain de pollen qui s'est accroché. Une fois qu'il est posé sur le stigmate, il va se réhydrater grâce à l'eau des cellules du stigmate. Et du coup, comme il reçoit de l'eau, il va pouvoir germer. Et on va avoir un fameux tube pollinique. Pollinique. Je vais y arriver. On va changer de stylo. Je fais une pause, j'ai perdu mon stylo. Voilà, j'ai trouvé mon stylo rouge. Alors, on a un tube pollinique qui va pousser. Alors, j'en dessine qu'un, mais il y a plein de grains de pollen qui se déposent en même temps. Donc, ce tube pollinique, il provient de la grosse cellule qui est à l'intérieur du grain.
ce tube va germer, pousser en direction des loges. En fait, il est attiré. Donc, il y a des expériences qui peuvent être faites. Il y a des sortes d'hormones végétales. Donc, c'est pas au programme de TS, mais vous verrez ça pour ceux qui vont à la fac. Donc, le tube, en général, il descend jusqu'en bas, puis il va trouver une entrée. Il va remonter. Donc là, je vais mettre un petit peu de blanc pour effacer mon trait bleu. Voilà, donc j'ai mon tube qui perce le carpel et qui remonte jusqu'à l'ovule. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce tube? Il y a les 2 cellules spermatiques, en tout cas leur noyau. Donc, je vais dessiner 2 points rouges. Voilà, les noyaux reproducteurs, qu'on peut appeler parfois spermatozoïdes ou cellules spermatiques. On peut mettre noyau reproducteur. Et là, tube pollinique. Voilà, donc ils vont descendre. Et puis ils vont féconder, donc il y en a un qui va féconder l'ovule. Donc l'ovule fécondé va devenir la graine. Et l'ovaire va grossir et va donner en fait le fruit. Donc vous avez des fruits secs, vous avez des fruits charnus. D'accord? Donc quand vous mangez une pomme, regardez bien, ça ressemble, vous mangez finalement un carpel qui s'est développé. Et puis au milieu, les pépins, ce sont les graines, ce sont les ovules fécondés. Voilà donc un bilan. Structure de la fleur, les gènes de développement correspondants, savoir faire un diagramme floral, écrire la formule florale, savoir dessiner un grain de pollen, le légender, et savoir représenter une fécondation.